Alors par rapport à ce qu'on entend depuis ce matin, il y a une notion qui est permanente, c'est celle de prise en charge. Et je trouve qu'au regard de tout ce qu'on me propose en matière de prise en charge, je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Sauf qu'il y a un point sur lequel je souhaiterais porter l'attention, c'est de ce qu'il en est de la prise en charge de la personne obèse par elle-même. Est-ce qu'elle se prend en charge, elle? Je prends un exemple, quand un patient comme ça, un sujet d'abord, un sujet obèse vient me voir, j'entends souvent des choses qui sont du type, texto, je cite, « Je ne suis pas motivé pour perdre du poids, alors je voudrais qu'on m'enlève un bout d'estomac. » Voilà. Vous voyez, on n'est pas dans une demande là, on est dans une commande. Passe une commande. Comme si, et ça c'est le point essentiel, qui a été abordé ce matin par plusieurs intervenants, c'est la question en fait de ce que j'appelle de la responsabilité. La responsabilité du patient. Vous savez que la responsabilité au sens étymologique, et c'est là qu'il faut l'entendre, la responsabilité signifie répondre de. Donc, un patient obèse, de quoi répond-il? Alors, là aussi, je pense que si on va un petit peu plus loin, le patient qui vient voir le médecin, le nutritionniste, le diététicien, le psy, les psys en tout genre, ou le chirurgien lui adresse, pourquoi pas une demande, au moins celle-ci qu'il voudrait que ça s'arrête. Il veut que ça s'arrête. Alors que ça s'arrête quoi? Alors là, très précisément, on y entend, il faudrait que s'arrête le remplissage. Et ça nous met devant une question qui est celle essentielle dans le domaine, dans l'approche, dans la dimension, on va dire psychologique clinique et psychanalytique pour ma part. C'est la question du point de satiété, savoir où ça s'arrête. Vous savez que l'obésité, en fait, quand on veut la comprendre, la définir, il y a une définition très simple. Considérer, que c'est le fait de ressentir n'avoir rien mangé. Ressentir n'avoir rien mangé. Et ça nous met face, ça nous confronte à la question du point de satiété. C'est-à-dire quand est-ce que ça s'arrête? Et là, quand on extrapole un peu cette notion, quand on essaye d'abord de l'interpréter, on y entend que ça touche fondamentalement la question de la loi. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire loi? Qu'est-ce qui peut dire à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on se dise là, ça suffit. Par extension, quand tout à l'heure j'entendais des constats du fait que, par exemple, dans les zones d'éducation prioritaire, on se rend compte qu'il y a plus d'obésité, etc., il y a peut-être une question très intéressante, très importante aussi, c'est qu'est-ce qui fonctionne en matière de loi, de loi. Qu'est-ce qui peut faire loi chez l'individu pour qu'à un moment donné, il puisse dire, là, ça suffit. Vous savez qu'on est, bon ça je ne vais pas revenir là-dessus, on est dans un contexte, une société où finalement, on est plus pris, on va dire, dans la jouissance des choses. Tu peux ce que tu veux, vas-y, à condition bien sûr de consommer. Vous savez, c'est un peu ce cycle dans lequel on est. Alors que peut-être ce qui est lié à la demande en fait, du patient, c'est quelque chose qui serait peut-être de l'ordre de comment sortir de cette jouissance-là. Cette jouissance finalement à n'être pas bien. Et ça, c'est une vraie question qui est également dans la réciprocité. Comment convaincre des adultes, des parents, pour... voilà. Là aussi, j'entendais une patiente qui, a priori, s'éclate bien dans les entretiens qu'on a, je ne peux pas le dire autrement, puis qui me disait comme ça, avec un beau transfert, ah ben vous verrez, ma fille, je vous la ramènerai un jour aussi, mais elle n'est pas encore assez grosse. Texto, Mais ça dit quand même là quelque chose en termes de jouissance qu'il faut entendre. Alors on peut très très bien travailler sur la question de l'aliment en tant que tel. On peut lui dire, ben voilà, vous voyez, il faudrait peut-être réduire l'aliment. Bon, je ne sais pas. Vous savez, quand on a affaire à ce qui est de l'ordre du pulsionnel, parce que là, fondamentalement, on est dans le champ de la pulsion, vous savez pertinemment, vous savez très très bien que la volonté est absolument impuissante quand on a affaire à du pulsionnel. On peut étendre ça à plein de choses. Vous pourrez castrer réellement un violeur, vous n'y changerez rien, strictement rien à sa pulsion. Oui,
ça va se transformer autrement, ça va trouver un autre objet. Et c'est en fait tout ça qu'à un moment donné, il s'agit de prendre en compte, savoir que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que j'en ai marre d'être comme ça, je voudrais que ça s'arrête. Qu'est-ce qui fait que ça rend impuissant, en fait? Alors, effectivement, la question de l'aliment, réduire les quantités, en supprimer certains, c'est une chose. Mais très modestement, il faut se poser la question, est-ce que ça suffit? Est-ce que l'acte volontaire, volontariste, est-ce que la question qui va porter sur la culpabilisation, parce que de toute façon, le patient lui-même est très, très conscient du fait que il est pris dans un triptyque comme ça, qui est la honte, on en avait parlé ce matin très rapidement, la culpabilité, on ne se sent pas bien, on se sent coupable de quelque chose, et puis l'angoisse. Ça, c'est les 3 points sur lesquels je souhaiterais dire 2-3 choses. Alors quand on travaille sur l'aliment, effectivement, on réduit les quantités, est-ce que ça marche? Ça, c'est bien, sans qu'il y ait une prise en charge en fait, de l'individu par lui-même. Principe responsabilité. Puis la chirurgie, bon, est-ce que couper un bout d'estomac, poser un bypass, tout ça, c'est-à-dire réduire un contenant, c'est-à-dire encore entraver un passage, est-ce que c'est un élément de réponse suffisant pour répondre à cette question-là? Donc voilà, c'est autour de tout ça que j'essaie de travailler. On agit comme si finalement l'essentiel était l'aliment qu'il faut réduire ou empêcher de passer. Bien sûr, c'est de bonne guerre, c'est rationnel, c'est simple, c'est compréhensible, mais est-ce que c'est une réponse? Je pense que des réponses, bon, on en donne sous forme de conseils, on en a entendu. Moi, j'en entends assez régulièrement puisque je travaille, je ne peux envisager ce travail en dehors de mon cabinet en tant que tel, c'est-à-dire quand il y a une demande, une réelle demande individuelle. Et là, pour être quitte à être dur, j'ai envie de dire qu'il n'y a de prise en charge individuelle au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire avec des effets, effectivement, des issues, qu'à partir du moment où l'individu, celui qui formule une demande, a un niveau intellectuel suffisant pour comprendre qu'on n'est pas victime de l'autre, on y est pour quelque chose, et que ce quelque chose, à partir de ce quelque chose, il y a tout un travail analytique à faire. Ça, c'est un point essentiel. C'est ce que Freud déjà renvoyait à la question sur finalement ce qui est de l'ordre du prolétariat, comme il disait. En fait, le prolétaire, par définition, n'a rien pour faire lien social. Ça veut dire, là aussi, on s'installe très très vite dans une victimisation. C'est la faute des autres. Il y a des gentils, des méchants, je suis une pauvre victime. C'est sûr qu'il n'y a pas de travail à ce niveau-là. Un travail difficile. Par contre, il n'est pas impossible au niveau pluridisciplinaire. D'où la nécessité, effectivement, de travailler, ce que je fais à côté, travailler dans une dimension pluridisciplinaire, avec bien sûr toute cette dimension, vous y insistiez ce matin, celle de l'éducation, éduquer, amener quelqu'un vers une issue. Donc, vous voyez, on peut des conseils du type qui sont toujours très, très, très intéressants, comme faire ses courses après avoir mangé, par exemple, plutôt que de les faire avant. Penser à des choses, c'est des conseils que j'entends comme ça. Penser à des choses heureuses qui ont eu lieu dans la vie, c'est pas évident. Parce que déjà la question du plaisir, on en parlait, on évoquait cette notion-là ce matin aussi. Mais quand vous écoutez ce que vous dit à une personne obèse, elle vous parle jamais de plaisir de manger, jamais. Elle vous a jamais dit qu'elle a pris son pied à manger telle et telle chose qui a du plaisir. D'ailleurs, quand vous lui posez la question, qu'est-ce que vous avez mangé hier, ça tourne 9 fois sur 10 autour de notions comme, d'idées, de réponses comme « Oh, je ne me souviens plus, je n'ai pas mangé grand-chose ». Ça veut bien dire qu'il s'agit là, non pas d'un rapport à un plaisir, c'est-à-dire là aussi quelque chose qui s'accompagne un philosophe dirait de la question de la joie, faire quelque chose pour soi, parce que par définition, la personne obèse, elle fait quelque chose contre elle. Ça, c'est la différence entre la jouissance et le plaisir. Donc, vous voyez, on peut leur dire, imaginez un autre conseil, imaginez comme ça un corps de rêve, vous voyez, une musculature à la Stallone ou des fesses à la Kate Moss. Oui, d'accord, c'est bien beau, mais là, on est dans l'ordre, dans le champ de l'extériorité, on n'est pas dans le rapport à soi. Et là, il y a des choses vraiment importantes, sachant que, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tout ça, c'est futile, ça ne sert à rien. Non. Mais je crois qu'il faut être très, très, très modeste et savoir que ce volontarisme, cette bonne conscience des choses,
en fait, elle servira jamais à grand-chose dans la prise en compte de ce que c'est, en fait, ce que j'appelle, moi, un symptôme. Un symptôme, parce que vous savez qu'un symptôme, c'est une formation, quelque chose qu'on crée, c'est une création de soi, et qui a une fonction essentielle, et absolument essentielle, celle d'éviter de crever d'angoisse. Voilà. Donc c'est un mécanisme de défense. Alors dites à quelqu'un, là, et qu'il s'est fabriqué un mécanisme de défense, alors il ne sait pas contre quoi il se défend. Mais dites-lui, mais non, tu sais, la vie, elle est comme ça, tu peux manger régulier, tu peux manger bien, oui, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous voyez, cette fixation sur la nourriture, elle est toujours présente, là aussi, au moment de l'acte chirurgical. Hein, c'est-à-dire au travers de questions qui se focalisent toujours sur l'aliment. Comment est-ce que je vais manger après? Combien je vais manger? Est-ce que vraiment je ne pourrai plus manger de pain au chocolat? Est-ce que je vais vomir? Qu'est-ce que je vais garder? En d'autres termes, est-ce que je serai vraiment à l'abri du pain au chocolat ou de la crème que je mets dans les pâtes? C'est la question. Comment je vais me positionner par rapport à ça? Et là encore, il y a des réponses qui aident. Le programme de l'anneau, du bypass ou de la sleeve, tout ça, ce sont des éléments de réponse, mais qui ne sont pas la réponse en tant que telle, puisqu'elle n'existe pas. Mais leur témoignage de ces gens-là pointe finalement tous que ça n'est pas mécanique. Ce n'est pas une réponse mécanique qui va permettre, à un moment donné, à du psychique de se rencontrer soi-même. Je veux dire, pour moi, dans cette clinique que j'essaye de développer, que je développe depuis une quinzaine d'années, je me dis finalement au fond, et si on se trompait là, si on se trompait d'objet, si la nourriture, l'aliment n'était pas l'objet principal, mais que ce serait un objet finalement qui ne sert que d'écran, un écran à masquer une question, à mon sens, beaucoup plus difficile à envisager, qui est celle du vide. Le vide à remplir, le vide que je suis. Tous les patients que je reçois en analyse, ils ne cessent de dire, finalement, après bien sûr ceux qui ont consommé tous les traitements possibles, imaginables, tous les actes chirurgicaux, etc., ils ne cessent de dire non, ça n'est pas ça, non, ça n'est pas ça, ça ne répond pas en fait. Ça n'est jamais ça, ça n'est jamais ça. Ce qui va éradiquer le vide qui me ronge. Quelqu'un qui dit, je me dis maintenant, tu as mangé pendant 1 heure, tu t'es rempli avec des pâtes, je me suis mis plein de graisse dedans, et le vide est toujours là. Le vide est toujours là, il n'y a pas d'amour. Ça nous dit quand même, il y a une première leçon à entendre, qui est quand même le postulat, et qui, j'ai beaucoup aimé de l'exposé de Marie-Claude Brindisi, quand elle dit quelque chose que je traduis en des termes peut-être plus psy pour moi, en fait, à savoir que si quelqu'un, pour maigrir, entendons-le comme ça, à minima, il faut d'abord s'aimer. Comment vous voulez maigrir si vous n'aimez pas? C'est quand même une question. On peut parler d'estime, on peut parler de tout ça, ce sont des processus secondaires, mais la question c'est quand même, est-ce que je m'aime? C'est-à-dire, cette image que je vois là de moi, d'abord est-ce que je la vois, et puis est-ce que c'est la mienne, et comment est-ce que je m'y retrouve, comment je m'y vois? C'est toutes ces questions-là. C'est-à-dire, ça n'est jamais ça au niveau de l'aliment, et ça n'est jamais ça au niveau de l'acte. Ça veut dire qu'à un moment donné, et c'est ça le travail que je trouve heureux au regard de ce qui se dit ce matin, quand on insiste, quand on montre, quand on marque le fait que ça ne peut être que dans une démarche pluridisciplinaire que quelque chose est à faire, quoi. Il n'y a pas le sujet, encore une fois, le sujet dans tout ça, l'acteur essentiel, c'est le patient, c'est pas l'acte chirurgical, c'est pas le discours ou l'écoute du psy, en fait. L'acteur principal, c'est le patient. Mais pour ça, il y a une exigence à avoir, une exigence qui a valeur de loi. C'est de montrer qu'à un moment donné, sans sa responsabilité, il n'y a pas d'action possible, il n'y a pas de dynamique possible. C'est-à-dire qu'on n'est jamais victime des autres, et on n'est pas victime de sa propre symptôme. Ou alors on décide de rester dans la jouissance, oui, mais ça c'est un choix. C'est-à-dire la question psychologique, en fait, à travailler dans le temps, alors, si je ramène ça au niveau d'une démarche clinique, dans le temps du pré-opératoire, c'est bien sûr d'obtenir quelque chose qui est là, de l'ordre de ce que j'appelle le principe responsabilité. 2 minutes, j'arrête. 1 minute, 30 secondes, promis.
c'est que je crois que pour terminer, je dirais en 30 secondes, c'est que l'obésité, en fait, c'est une manifestation physique, et entendez-le comme ça, une manifestation physique d'un conflit qui est insoutenable entre le sujet et son désir à lui. Parce que de son désir, il n'en sait strictement rien. Et voire même, face à son désir, ce qu'il met en œuvre, ce qui se met en œuvre, c'est son complément, à savoir l'angoisse. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci.